Madame, monsieur, bonsoir. À la une de ce journal du mardi 24 janvier, la course au parrainage à 3 mois de la présidentielle. Elle concerne l'ensemble des maires de France. Dans l'Aube, certains élus ruraux doivent faire face à un harcèlement permanent des équipes de campagne. Comment se décident-ils? En fonction de quels critères? Enquête à suivre dans un instant. Les soldes, oui, mais pas à n'importe quel prix. Les services de l'État procèdent régulièrement à des contrôles auprès des commerçants pour vérifier les prix soldés en fonction de la valeur d'origine des produits. Égard aux abus en tout genre, le cadre légal est très strict. Reportage dans ce journal. Et puis du sport et un anniversaire dans cette édition. L'US d'Yainville a 100 ans cette année, l'un des plus anciens clubs de l'Aube. Samedi, les anciens et les membres actuels ont fêté ce siècle d'histoire avec la sortie d'un livre consacré à cette épopée. Mais d'abord la route et cet accident mortel, le premier de l'année, survenu hier soir à Montolin vers 18h40 entre Lusigny et Troyes. Un homme de 36 ans, employé d'un artisan ébéniste habitant de Vallon-Saint-Georges, a perdu le contrôle de son fourgon alors qu'il cherchait un objet dans l'habitacle, semble-t-il. Il a ensuite heurté de plein fouet la rambarde métallique d'un pont. Les images témoignent de la violence du choc. Malgré les tentatives des secours, l'homme, souffrant de multiples traumatismes, est décédé. Peu après 20 heures, les pompiers ont pris en charge le passager du véhicule légèrement blessé pour le transférer à l'hôpital. 103 jours avant le premier tour de la présidentielle, la chasse au parrainage aux 500 signatures est lancée pour les candidats. Les moins connus ont d'ailleurs commencé en décembre dernier et les élus ruraux sont confrontés en ce moment à des demandes incessantes des équipes de campagne qui ont l'obligation de recueillir 500 signatures. Pourtant, les maires aubois ne se précipitent pas pour ne pas se marquer politiquement. Enquête signée Christian Vira. En prélude à la présidentielle, les maires sont les électeurs les plus convoités du moment. On reçoit des coups de fil, oui, c'est sûr, beaucoup de courriers. Et d'autre part, on est sollicité aussi, même à la maison, puisque moi j'ai quelqu'un qui est venu à la maison sonner à ma porte pour voir si je voulais parrainer quelqu'un. La maire de Fontette, 180 habitants, a reçu plus d'une dizaine de sollicitations de candidats méconnus pour l'élection présidentielle. Parmi eux, Patrick Bourson, un Marnais né à Troyes. Cependant, Monique Defer ne cède pas au chauvinisme local. Pour l'instant, je n'ai pas réfléchi à cette question. Je n'ai encore pas étudié vraiment sa candidature. Ces personnes recherchent 500 parrainages de maires, une obligation pour devenir candidat à l'élection présidentielle. J'ai eu le courrier Marine Le Pen, Patrick Bourson, Nicolas Dupont-Aignan, Nicolas Miguet. Je pense que les premiers, j'ai même pas prêté attention, j'ai mis ça à la poubelle directement. À Essois, même constat. Depuis décembre, un flot de candidats supplie les maires de les parrainer. Une qui est arrivée ce matin. Yaya Gouasmi. Vous connaissez? Pas du tout. Comme à Fontette, le maire d'Essois, en accord avec le conseil municipal, s'est entendu pour ne pas parrainer un candidat. Il laisse cela aux élus encartés. Donc avoir des idées, c'est bien, mais si on n'a pas un parti derrière qui le partage, c'est pas possible, c'est pas viable. Les maires sans étiquette travaillent avec un conseil municipal où toutes les tendances politiques peuvent être représentées. Si sur une liste, il y a plusieurs sensibilités politiques, c'est effectivement une source de conflit. Et donc, nous souhaitons éviter ces conflits. Des candidats qui ont apporté leur soutien à telle ou telle personne, et on en tire 500. Et cette liste de 500 noms par candidat est publiée au journal officiel. Les élus ont vécu des expériences pour ceux qui ont apporté des signatures à certains candidats où ils ont été, je dirais, stigmatisés, montrés du doigt. Et certains ne veulent pas revivre ça. Maires, sénateurs, députés, conseillers généraux, ils sont près de 480 aubois à pouvoir délivrer un parrainage. Lors de la dernière élection présidentielle, 67 d'entre eux ont accompli ce geste. Le tiercé gagnant était alors Philippe Devilliers, Gérard Chivardi et Arlette Laguillet. Les cybercriminels ont de quoi avoir réellement peur. Pendant 2 jours, la cybercriminalité est dans l'œil des experts de la sécurité globale. Ils sont réunis aujourd'hui et demain à l'Université de technologie de Troyes pour la 6e édition du colloque. L'identité numérique, la détection d'explosifs, la piraterie maritime ou encore la surveillance côtière, la gestion de crise et même la vidéosurveillance sont étudiés de près. Plus de 400 représentants des institutions concernées sont présents à l'UTT. Écoutez les précisions sur cet événement de grande ampleur avec Patrick Lallemand. Il est enseignant-chercheur dans ce domaine à l'UTT, interrogé par Annabelle Millet.
Alors la sécurité globale, je dirais, c'est un terme assez large. Je pense qu'il faudrait le décliner en problématiques particulières. Bon, généralement, la problématique est toujours abordée suite à un événement. Je vais prendre un exemple, la gestion de crise. Il y a eu une catastrophe qui s'appelait AZF en 2001. On a découvert qu'en fait, on était incapable de gérer de manière coordonnée ce genre de crise. On a organisé ce colloque, c'est la 6e fois. Ensuite, la sécurité globale est une des thématiques que nous avons retenues ici depuis plusieurs années. Et la cybercriminalité aussi, puisque l'UTT est partenaire du projet européen de centre, dont je fais partie, et qui a pour but de mettre sur pied le futur centre français de référence en relation avec les autres entités équivalentes en Europe à partir de 2013. Et le colloque se poursuit demain à l'UTT. Eux, ils pistent les commerçants pour éviter les fraudes pendant les soldes. Les agents du service concurrence et sécurité du consommateur n'ont pas le temps de faire les emplettes. La vigilance est constante en ce moment. Et jusqu'à la mi-février, la fin des soldes, le contrôle des articles et des prix est strictement encadré. Les remises accordées doivent rentrer dans un cadre légal avec un prix de référence correspondant au plus bas du mois précédent. Un contrôle modèle a été effectué ce matin à Troyes pour prévenir avant de sanctionner. Reportage en centre-ville à Troyes avec Annabelle Millet. Soldes divers, soldes complémentaires, remise de moins 20% sur la remise existante de moins 30%, prix de référence et prix réduit. Les consommateurs doivent souvent faire travailler leurs neurones au moment des soldes. Moi je fais surtout attention aux soldes, si elles valent le coup, les moins 50%, et puis la deuxième des marques, mais je ne fais pas vraiment attention au prix initial et à la différence de prix entre les deux. Si le client ne prend pas garde à tout, le commerçant lui veille à son grain jusqu'à parfois commettre une infraction. Que les professionnels ont tendance à oublier qu'ils ont une obligation d'indiquer en vitrine la période. Il faut savoir quand même que le professionnel doit détenir ses produits depuis au moins un mois avant le début de l'opération commerciale. Donc si ce sont des nouveaux produits, ils n'étaient pas en magasin 30 jours avant le début de l'opération de solde. La clarté et la lisibilité sont demandées aux commerçants. Le consommateur ne doit pas être perdu parmi tous les rabais et opérations commerciales proposées. Notamment dans ce magasin, on s'aperçoit effectivement que d'un côté, il y a des opérations de solde et de l'autre côté, des produits qui sont nouveaux, donc ils ne bénéficient pas de l'opération de solde. Toujours éviter, dans l'esprit du consommateur, de créer une confusion. Le consommateur ne doit pas poser des questions en fait aux professionnels. Il doit avoir toutes les informations dès le départ. Vous savez depuis quand ce prix est pratiqué Ça ne bouge pas, c'est codifié, ça ne bouge pas. D'accord, mais ce ne sont pas des articles que vous avez récupérés Ah non, alors on a un code bien précis pour hiver 2011, le 11H. D'accord, ok. À chaque fois qu'il y a une décote toujours bien précisée sur article, signalé, pour pas qu'il y ait d'erreur au niveau, donc pour pas que la cliente, ne commette pas d'erreur, qu'elle n'arrive pas en caisse et soit déçue en disant mince, c'est pas ce que je comptais avoir vu sur les moins 60, notamment quand il y a une grosse décote. Dans l'Aube, ce sont près de 150 contrôles qui sont effectués en début de période de solde par la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations. Jocelyne a régulièrement la visite des contrôleurs, mais cette année encore, elle est en règle. Donc c'est le franchiseur qui nous prépare donc la PLV, l'étiquetage, les informations, les remontées terrain, pour que ça soit correct et qu'il n'y ait pas d'erreur de fait. On ne fraude pas à la compagnie des petits. En 2011, sur 128 commerçants contrôlés, seul un a été gratifié d'un PV pour pratique commerciale trompeuse. Et notez que l'an dernier, pendant les soldes, 128 commerçants au bois ont été contrôlés par ce service. Les ouvriers feraient presque de l'ombre aux patients et aux agents. À l'hôpital de Troyes, on voit grand, très grand pour les années à venir. Et la cérémonie de vœux au personnel vendredi au domaine de Nazareth a permis de le rappeler devant 200 agents qui ont reçu pour certains la médaille du travail, récompensant leurs années de service. En présence des cadres de l'établissement ainsi que de François Barouin, le président du conseil d'administration de l'hôpital. Il a surtout été question donc de grands travaux en cours et à venir pour le directeur de l'hôpital, Alain David. 2012 s'annonce sous de bons auspices et plein de projets concrets. Il est au micro de Damien Ardois. On peut lui souhaiter de mener à bien ses projets, notamment la construction du nouveau bâtiment. On peut lui souhaiter de recruter beaucoup de professionnels de qualité, médecins et personnel paramédical.
et puis d'avoir une gestion équilibrée. Je crois qu'il a beaucoup progressé, il y a encore beaucoup de choses à faire, il y en aura toujours d'ailleurs, mais je crois que globalement il répond bien à sa mission. Je suis plutôt optimiste, effectivement, je pense que le centre hospitalier de Troyes a beaucoup d'atouts, qu'il sait développer, et par conséquent, effectivement, j'ai une appréciation positive de cette année 2012. On termine ce journal avec un anniversaire, celui d'une association sportive centenaire. C'est plutôt rare, d'où la grandeur de l'événement à Dienville samedi. L'US Dienville a fêté son siècle d'existence en fanfare. À cette occasion, un livre d'archives très documenté retrace ce parcours peu commun, avec photos des anciens joueurs à l'appui, l'histoire d'un siècle et de ses évolutions à travers la fraternité sportive. Un bel exemple de longévité lié à la ténacité de ses adhérents. Reportage à Dienville, David Mutel. 100 ans d'existence pour l'US Dienville, ça se fête dignement et chez les dirigeants rouges et noirs, on n'a pas hésité à mettre les petits plats dans les grands. Plus de 500 personnes étaient attendues, de nombreuses personnalités politiques et sportives avaient tenu à effectuer aussi le déplacement pour honorer dignement le centenaire du club au bois. Nous avons ce devoir de mémoire et donc je pense que c'était la moindre des choses que l'on puisse faire, c'est que de leur rendre hommage, d'avoir fait ce qu'ils ont fait. Nous n'avons fait que poursuivre l'œuvre entreprise par ceux qui ont créé le club en 1912. Et donc c'était tout à fait normal de faire une grande fête pour ce centenaire. Accompagné d'une réception fastueuse, une exposition photo retraçait 100 ans d'histoire de l'US dienvilloise. Des clichés retrouvés grâce à la complicité d'un instituteur local qui, dans les années 30, conservait précieusement toutes ses archives. Un travail minutieux qui a fait ressurgir des souvenirs aux plus anciens. Les années passent, et puis on ne se rappelle plus. Aujourd'hui, on a des cahiers, on marque tout, parce que nous, on ne marque rien. Une longévité qui continue d'étonner à ce niveau et qui fait valeur d'exemple pour les autres clubs du district. Pour nous, c'est une très grande fierté d'être présent ici pour les 100 ans de l'US dienvilloise. C'est surtout une preuve de pérennité dans le club et ça met à l'honneur le bénévolat sur 100 ans. C'est quelque chose d'important, surtout aujourd'hui, on parle justement de l'affaiblissement du bénévolat. Donc là, on peut se dire qu'aujourd'hui, ça va être la locomotive et on espère que ce sera la locomotive encore pour le département de l'Aube. Et nous sommes très fiers aujourd'hui d'avoir l'US dienvilloise qui fête ses 100 ans. Autre moment d'émotion, l'inauguration de la stèle commémorative du centenaire par les 2 derniers rescapés de l'équipe de 1946. Une plaque en l'honneur des grands hommes, dirigeants et joueurs qui ont fait l'US Dienville. Cela a rappelé beaucoup de souvenirs à Louis Gay, footballeur donc en 1946. Je disais à mes copains, on a commencé dans des champs de labour, c'était pas des stades comme il y a maintenant. Les jeunes ils sont gâtés là. On se nettoyait j'ai eu aller à Bar-sur-Aube et puis on se nettoyait un petit cahier de l'eau et on se lavait là-dedans. Il n'y avait pas de vestiaire, il n'y avait pas de douche, il n'y avait rien du tout. Et en vélo. Une célébration qui n'était que la première étape d'un centenaire qui va s'étaler tout au long de cette année 2012. Il est prévu notamment un tournoi en mai prochain, une journée commémorative en juillet, puis un bal, un calendrier et enfin le Noël du centenaire. Et rendez-vous en 2112 pour le prochain, un centenaire ou peut-être même avant. C'est la fin de ce journal. À suivre les prévisions météo pour demain avec Cécile Rich. Très belle soirée à tous et à demain.